Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo d'analyse sur la boîte Alibaba Group Holding. Donc Alibaba c'est la division ici et résumé de l'activité en anglais, mais on voit un peu ce que c'est qu'Alibaba aujourd'hui. Beaucoup de gens achètent leurs produits sur Alibaba, mais ils ont reçu plusieurs restrictions venant des États-Unis, de l'Europe parce que l'Europe c'est les États-Unis et même de leur propre gouvernement. Et là, on va faire une analyse, mais aussi, on va aussi définir certains termes parce que c'est bien de comprendre à peu près ce qui se passe. Donc, on va commencer, je ne vais pas commencer par le timeline en 1999 qu'Alibaba, le nom d'Alibaba a été choisi par Jack Ma en référence de la caverne d'Alibaba avec tous les trésors dedans. Non, on va directement aller en 2021. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est bien de connaître le timeline, mais si on commence en 1909, on en a encore pour demain. Donc, aujourd'hui, on est en 2021. Et qu'est-ce qui se passe avec Alibaba? Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que en Europe, en tout cas, toute personne, tout individu qui achète des produits chez Alibaba de moins de 150 euros, ils reçoivent un taxe, je pense, ils sont taxés de plus de, sont taxés de 20%. Donc, les gens, avec les frais de port et tout ça, dont les gens payent par exemple 20 euros si ils ont acheté un produit à, je sais pas moi, 2 euros, 10 euros. En tout cas, le taxe est blindé, mais je connais plus le chiffre exact, mais nous, on a une expérience assez concrète, c'est qu'on a acheté un produit qui coûtait 2 dollars et on devait genre payer les taxes de 17 euros. Donc, ça servait à rien de faire ça, c'est pas du tout intéressant. Mais pour le business, bah, c'est différent. Pour ceux qui achètent des gros, des, des stocks de produits, les taxes agissent différemment. Je pense que les taxes vont être largement diminuées quand tu achètes en grande quantité. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment en Europe. Et, euh, aux États-Unis, le gouvernement des États-Unis essaie en fait de réduire un peu l'hémogénie de, des industries ou des boîtes chinoises. Donc, ils interdisent ou bien ils mettent autant de taxes pour les produits importés de Chine. Bah, la Chine fait pareil en fait. La Chine aussi censure les produits venant des États-Unis, comme Google et Facebook ne sont pas en Chine. Amazon non plus. Et ça, c'est ce qui est les restrictions aux États-Unis et en Europe. Maintenant, les restrictions en Chine elle-même, c'est que le gouvernement met une pression sur le marché des bourses, ainsi que les grands business, parce que ils veulent, euh, ça c'est ce que moi j'avais compris, c'est qu'ils veulent stopper un peu la stratégie court terme et pour mettre en place la stratégie long terme sur la démographie. C'est-à-dire que maintenant, bah, il y a moins de personnes il y a moins de gens qui font les enfants et du coup, qui va payer les retraites des gens parce que les jeunes ne travaillent plus. Alors, il faut bien que les jeunes, bah, qu'ils aillent travailler pour nourrir les vieux, quoi. Donc, c'est ça. Et donc, bah, les gens ne veulent plus, par exemple, faire les enfants parce que ça coûte tellement cher d'élever des enfants avec leur pampers, super et tout ça, ça coûte tellement cher. Et les gens, j'ai l'impression ils- rien que pour un gosse, ils ont acheté des tas de trucs alors qu'avant, nos grands-parents, bah, on courait à poil dans la rue quand on était encore gamin. Donc, mais maintenant, les gens sont mous, je trouve qu'ils sont un peu mous. C'est un peu la génération des guimauves, si on peut dire. Alors qu'avant, nos parents nous élevaient à l'ancienne, comme je dirais. Donc, bah, on n'est pas besoin d'acheter des pampers pas dry, ils faisaient des trucs. Moi, en tout cas, quand j'étais gamin, c'était dans la nature, on faisait. Bref. Et alors, Alibaba, malgré toutes ces restrictions, il reste une grande compagnie. Et cette grande compagnie va essayer de trouver des solutions, que ce soit avec le gouvernement chinois et ainsi avec les restrictions des États-Unis et de l'Europe.
Et comme c'est une grande compagnie et qu'ils ont beaucoup d'argent, on va donner les chiffres après. Les chiffres sont là, hein. C'est ici, je pense. Alors, pas perçu. Hop, voilà. On peut voir et les chiffres d'affaires. Ici, c'est juste le marché de la bourse. Le vrai chiffre d'affaires, c'est énorme. Ce qu'ils gagnent, c'est juste énorme. C'est des milliards et des milliards, en fait. Mais je vais donner les chiffres après. Donc, c'est qu'ils peuvent trouver une solution face à toutes ces restrictions. C'était une très grande boîte et ils vont trouver une solution face à tout ça. Et Jack Ma, maintenant, bah, il est plus Sherman. Enfin, je pense qu'il s'est retiré de la boîte. Il est plus CEO, il dirige plus. Il fait de la philanthropie. De toute façon, il est tellement riche, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc, on va un peu parler des chiffres ici. Les chiffres d'Alibaba. Pour ça, ces chiffres ici sont assez intéressants. Si on regarde ce capital boursier, ici on va un peu défendre, on va un peu définir plutôt certains termes. Si on, attends, qu'est-ce que c'est ça? Allez, fermez là. Si on regarde ce capital boursier, il est des 40. Ah bon, ça a augmenté. La dernière fois, c'était 447,95 billions. Et on est 469, donc son capital boursier a diminué. Bah, à cause des restrictions, j'imagine. Ouais. Donc, le capital boursier. Donc, avec ce chiffre-là, on peut en fait. Donc, on peut comprendre le nombre de stocks ou le nombre de shares, c'est plus ou moins la même chose, voire c'est la même chose, qui est en circulation. Donc, avec ce chiffre-là, on arrive à 2 milliards 710 913 560. C'est à peu près ici en fait. Pourquoi c'est comme ça? Enfin, ça c'est ce qui est en circulation et quand on divise l'un par l'autre, on retrouve un prix par share de plus ou moins 169. 169, c'est ici, plus ou moins ce prix-là. Et maintenant, on va pouvoir son PER. Donc, le PER, c'est tout simplement le Price Earning Ratio. On va expliquer ce que ça veut dire. Donc, ici, on est à 20,68. Ouh, 20,68. Donc, le PER, qu'est-ce que c'est? Bah, il faut comprendre que le PER, c'est tout simplement le prix sur le bénéfice. C'est les ratios des prix sur les bénéfices par share, donc par stock. Donc, en gros, c'est le prix divisé par le bénéfice, ce qui vous donne un ratio pour un share. Donc, en gros, si vous achetez un share, bah, vous divisez ça et vous allez trouver combien vous allez gagner par share. Donc, moi, j'ai fait le calcul, c'était 19. Avant, c'est 19, maintenant, c'est 20, mais c'est plus ou moins pareil, hein. L'estimation est toujours là. De toute façon, des petits chiffres, c'est l'idée qui compte. Donc, moi, c'était 19,94 divisé par 169, ce qui nous fait à peu près 0,1179. Donc, si on achète un share, donc si on achète à un prix comme ça, eh ben, on peut gagner à peu près 11 cents. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. Mais il faut qu'on achète genre 1000 pour gagner 1 euro par share, en achetant directement. Ok, donc, non, il faut acheter 10 000 pour gagner 10 euros, mais ça, c'est juste le share. Bon, maintenant, on va parler de volume de quelque part. Le volume, bah, si on revient à la définition du volume, le volume, c'est quoi? Le volume, c'est l'espace que prend une entité, un élément, des atomes, ce que vous voulez. Donc ici, c'est le volume, c'est tout simplement le nombre d'achats par jour. Ça, c'est ce que je vois. Il y a beaucoup de gens qui achètent par jour qui est de 16 millions. Normalement, c'est comme ça. Donc maintenant, on va pas le résultat net. Pour le résultat net, le profit. Pour ça, il faut aller dans les résultats annuels et résultats nets. Et voilà. Donc sur les 4 dernières années, on a 82 000, 79 000, 146 000 et 136 000. Et les résultats nets, on peut comprendre qu'en fait, que normalement, on veut que ça augmente chaque année. Ce qui nous prouve en fait que bah, ils ont tout simplement, si on retire tous les salaires, tous les charges et tout ça,
c'est l'argent qui reste, c'est les bénéfices nets en fait, en retenant les salaires. Donc, si ça augmente, c'est que l'entreprise est profitable, fait des profits chaque année. Maintenant, on va parler un peu de marge bénéficiaire avant impôt, avant taxe. Donc, pour ça, vous faites un ratio. Marge bénéficiaire avant impôt, dans celui-là. Donc, on explique un peu qu'est-ce que c'est qu'une marge bénéficiaire. D'abord, je vais d'abord montrer les chiffres là. Donc, c'est à peu près 29%. Et ça, c'est l'industrie, j'imagine. Sur marge bénéficiaire avant impôt. C'est ici. Ça, c'est sur 5 ans. Ça, c'est sur 5 ans. Ça, c'est sur 1 an. Donc, c'est 20%. Donc, expliquons qu'est-ce que c'est qu'une marge bénéficiaire. Une marge bénéficiaire, par exemple, si on achète une maison à 200 000 euros, dollars, on s'en fiche, et qu'on fait une rénovation, par exemple, de 20 000, et que dans le total, cette maison nous a coûté 220 000. Ça, je ne compte pas tous les prix notaires et tout ça. On va dire que c'est ça. Mais si on arrive à vendre pour 300 000, eh ben, on fait un bénéfice de 80 000. Là, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, la marge bénéficiaire, c'est tout simplement que si on divise 80 000 de bénéfices divisé par le prix qu'on a dépensé, qui est 220, eh ben, c'est notre marge. C'est notre bénéfice qui est, c'est le taux de bénéfice, c'est ça, qui est de 36%, ce qui est bien. Donc ici, ils ont fait 20%, ce qui veut dire que, eh ben, si on retire tous les bénéfices qu'ils ont, après tous les ventes et tout ça, divisé par le prix, le coût total qu'ils ont rassemblé pour faire leurs produits et tout le service, eh ben, on se retrouve avec 20%, ce qui est beaucoup. Voilà. Donc maintenant, on va voir les dettes divisées par le capital propre. Je pense qu'ils n'ont pas. Voilà, dette divisée par capital propre. Donc plutôt celui-là. Il est de 15,31%. Donc, maintenant, on va définir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Alors, le capital, c'est tout simplement l'argent de départ qu'on a mis pour lancer un projet, pour lancer un business et tout ça. Donc, mais normalement, le capital il ne doit pas changer. C'est le capital du départ. En gros, c'est ça. Ici, on se retrouve donc avec les dettes divisées par les capitaux propres. Alors, s'il est de 15, puisqu'il est. Voilà. S'il est de 15, ça veut dire que les dettes est plus grand que son capital. Mais ça reste un bon nombre parce que la plupart des boîtes ils sont endettés en fait. Je pense qu'ils payent au fur et à mesure et donc ça peut passer. Les maximums qu'on veut éviter c'est 110%. Ici 115 et ce n'est pas beaucoup endetté. Donc c'est bien. Maintenant on va parler un peu de taux de dividende. Alors le taux de dividende qu'est-ce que c'est? Le dividend yield, pardon. Le taux de rendement, c'est plutôt le taux de rendement que je veux parler. Pour le taux de rendement, par exemple, ça veut dire que si un rendement, c'est tout simplement une division d'un produit d'avant et après. Par exemple, si on a 100 grains de maïs et qu'on va planter les 100 grains de maïs, à la fin, il y a juste, on va dire, 10 branches de maïs qui sont sorties. Et on a perdu 20 dans ce chemin. Et bien, si on a par exemple un rendement de 100%, c'est le maximum. Donc sur 100 maïs plantés, on a 100 en retour. Et pour revenir à l'exemple du maïs, si on fait 80%, 80 par exemple divisé par 100, ce qui nous fait 80%, ça c'est le taux de rendement. Donc c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant que le rendement d'une dividende? C'est que par exemple, si on investit 100 euros, qui nous retourne 20 euros chaque mois, ça veut dire qu'on a un taux de rendement de 20%, parce que sinon c'est 20 divisé par 100, ce qui nous fait 20%, ce qui est très très haut. Donc chaque mois, vous recevez 20%, et après 5 mois, vous avez gagné en total 200%, parce que vous avez déjà gagné
l'argent des dividendes, mais en plus, il veut retirer le capital de départ qui est 100 euros, vous avez 200 à la fin. Donc, ce qui nous fait 200%. Dans ce cas-ci, alors, Alibaba ne paye pas les dividendes pour la simple et bonne raison que c'est une boîte technologique et qu'ils veulent investir tous ses biens dans la boîte, tous ses bénéfices dans la boîte pour pouvoir faire des recherches, développement et tout ça. C'est très fréquent pour les boîtes des technos, des biotechnologies, parce qu'ils veulent investir dans la recherche et dans le développement. Donc voilà, donc ici il ne paye pas de dividendes, donc c'est pas une boîte qui paye des dividendes. Et du coup, moi, j'ai pas très bien compris pourquoi on a investi dans une boîte qui ne paye rien. Peut-être pour acheter et vendre des actions, mais bon, ça demande beaucoup, ça demande quand même beaucoup de temps devant son PC à analyser chaque jour pour ne pas faire n'importe quoi et pour être rentable. Maintenant, on va répondre à la question, est-ce que la croissance de ces actions est plus grande que 5%? Je pense qu'il faut aller dans ça, dans ratio clé. Et taux de croissance. Donc, vous voyez ici, si je clique sur dividendes, c'est ça. Alibaba ne paie pas de dividendes. On a NA ou rien. Non, il n'y a rien. Ici, alors, taux de croissance. Alors, on va définir un peu certains termes. Qu'est-ce que c'est que croissance, recette et résultat d'exploitation. C'est ça. Les bénéfices par action, vous voyez, aucun bénéfice. Ça veut dire que si vous achetez des actions, bah, vous ne gagnez rien parce qu'ils ne donnent pas de dividendes. Pour moi, c'est clair. Donc, la croissance de ces actions, ici sur 5 ans, c'est 49%. Dans une croissance, si on explique un peu ce que c'est, par exemple, une croissance, une personne qui mesure 1m70 à la fin de l'année, il gagne 100 cm, ça veut dire que on va faire ça divisé par 170, ça veut dire qu'il a une croissance de 2,91 pour cette année-là, ce qui est très faible. Donc c'est pour ça qu'on parle plutôt de croissance moyenne. Comme ça, on divise par 5 ans, parce que si l'année prochaine, il gagne 10 cm, 15 cm, 12 cm, on fait la moyenne de ça, la somme de ça divisé par 5, et on a une moyenne. Donc ici, quand on dit la croissance des actions sur les 5 ans, ça veut dire tout simplement que le prix de l'action peut augmenter, peut diminuer, et après on divise ça, enfin il peut augmenter de 1%, il peut diminuer de 2%, et après on divise tous ces pourcentages, et on verra combien c'est. Donc ici c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup. Donc en gros, euh, que ça grandit bien. Donc, qu'est-ce que c'est par exemple une croissance recette? Une croissance recette, c'est tout simplement, pour faire une définition assez courte, c'est tout simplement la somme totale de l'argent que vous allez recevoir. Donc, toutes les façons possibles de faire de l'argent, c'est la somme, c'est ça en fait. Et ici, on est ce chiffre-là. Résultats d'exploitation. Alors, les résultats d'exploitation ici de 55%, 44%, 18%. Et moi, j'avais défini ça que c'est tout simplement le résultat de l'argent, enfin, c'est l'argent qui rentre quand vous exploitez votre produit, vos services et tout ça. Donc, ok. Et le bon chiffre, si je me souviens bien, pour ça, alors je vais sortir celui-là. Le bon chiffre, on veut juste que ce soit plus grand que 5%. Ici, on est déjà dans les 40% idées. Donc, c'est très très bien pour cette boîte-là. Donc, ça c'est bon. Et maintenant, il y a des questions qui est le nombre de customers, le nombre de clients chez Alibaba.
Ça, vous pouvez ça trouver sur Internet. Je pense qu'il y en a, ils ont beaucoup. Comparé, comparant à ses compétiteurs ou ses semblables qui eBay, Amazon. Et maintenant, on sait que les actions d'Alibaba est en train de descendre. Donc, en juillet, il était à 265. Maintenant, il est descendu à 135. Il a un peu remonté aujourd'hui. Mais c'est à cause des restrictions et tout ça. Bon, voilà. Donc, les gens disent que quand on achète, enfin, les experts disent que quand les gens vendent, il faut acheter. Et quand les gens achètent, il faut vendre. Ici, les gens sont en train de vendre. Donc, du coup, il faut acheter. Bon, ça, c'est un peu une phrase un peu bidon, je trouve, parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait. Mais bon, allez, c'est tout pour cette vidéo. On se verra pour une prochaine fois. Au revoir.